Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et merci de réagir. 0826 300 300 pour intervenir, pour participer. Les sujets, vous les connaissez, les sujets de l'actualité, la réforme des retraites, le pouvoir d'achat, les difficultés de boucler les fins de mois. Racontez-nous ce que vous vivez, tout simplement. Vos témoignages sont utiles, vous le savez. 0826 300 300. Réforme des retraites, les syndicats demandent à rencontrer Emmanuel Macron pour qu'il retire sa réforme. Tout simplement, doit-il le faire? Retirer, ce serait abdiquer ou pas selon vous? Allez-y, 0826 300 300. Sur le terrain, dites-nous comment ça se passe dans les transports, les écoles, les carburants. Aujourd'hui, il y a toujours des problèmes. À 12h05 avec nous, le co-rapporteur de la réforme au Sénat. Le texte sera-t-il adopté au Sénat avant dimanche, fin des débats? Nous sommes le 8 mars. 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, inégalité salariale, agression, violence conjugale. J'aimerais que de nombreuses femmes s'expriment. Est-ce que vous vous sentez en position inférieure? Je veux dire par là, est-ce que vous ressentez les inégalités hommes-femmes, au quotidien? Racontez-nous. Au quotidien, ça veut dire au travail, ça veut dire au sport, ça veut dire ailleurs. Dans la vie, tout simplement, est-il plus difficile aujourd'hui d'être une femme? Nous allons parler aussi, évidemment, et majoritairement des violences conjugales avec, dans un instant, Sandrine Boucher, qui est présidente de l'Union nationale des familles de féminicide. Entre 11h et 12h, retour sur la politique avec débat autour de la politique et des jeunes. Les jeunes sensibilisés ou pas à la politique, de moins en moins. Les jeunes ne croient plus ou croient de moins en moins à la politique. Avec nous tout à l'heure, les présidents des jeunes RN, PCF et LR, leur regard sur la politique, sur les débats à l'Assemblée, sur la désaffection donc des jeunes Français vis-à-vis de la politique. Comment se positionnent-ils sur les grands sujets d'actualité? Ce sera très intéressant. Et puis tout à l'heure, à 12h05, nous aurons comme invité le co-rapporteur de la réforme des retraites au Sénat. Le Sénat, donc, qui va reprendre l'examen de l'article 7 tout à l'heure, en début d'après-midi. Olivier Henno, qui est sénateur du Nord, vice-président de la Commission des affaires sociales, co-rapporteur donc du projet de loi sur la réforme des retraites au Sénat. Il sera avec nous à 12h05. Il est 10h33. Merci de nous suivre, de nous accompagner. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours entre 10h30 et midi et demi. Tous les jours, Félix Mathieu nous parle du monde dans lequel nous vivons. Dans quel monde vit-on? Un Espagnol, Félix, vient d'être condamné à verser plus de 200 000 € à son ex-femme, compensation pour l'avoir fait travailler gratuitement pendant 24 ans. Oui, son mari refusait qu'elle travaille à l'extérieur, lui réservant toutes les tâches ménagères, mais pas que. Elle travaillait aussi dans la salle de sport qu'il gérait, mais sans être déclarée ni payée, évidemment. Plus de 204 000 €, le prix de 24 ans de travail gratuit pour cette femme, mère de 2 enfants, mariée sous le régime de la séparation des biens. Ainsi, on a décidé le tribunal de Vélez Malaga dans le sud du pays. Alors ça ne représente que le salaire minimum pour cette période de 1995 à 2020, en perd l'avocate de l'ex-épouse. En plus de ça, l'ex-mari devra verser une pension alimentaire pour leurs 2 filles. C'est une condamnation rare, Sandrine Boucher, bonjour. Bonjour. C'est une condamnation rare, Ça vient d'Espagne, qui est un pays qui est à la pointe sur le droit des femmes. C'est un pays qui est très en avance sur le droit des femmes et oui. La France ferait bien de s'en inspirer. Oui. Très en avance. Alors parlons des féminicides, puisque vous êtes présidente, je le rappelle, de l'Union nationale des familles de féminicides. En 2 jours, ces 2 derniers jours, 3 femmes sont mortes, tuées par leurs compagnons ou leurs ex-conjoints. C'est 3 ou 4 derniers jours. Le 2 mars, une femme de 53 ans a été retrouvée poignardée de 11 coups de couteau à son domicile en Seine-et-Marne. Son compagnon s'est tué en jetant par une fenêtre. Le lendemain, en Gironde, le 3, une aide à domicile de 54 ans a été elle aussi poignardée par son ex. Le même jour, dans la Somme, une jeune femme de 27 ans a été tuée par son conjoint après avoir reçu un coup de couteau à la tempe. Ces 2 dernières victimes avaient porté plainte pour violence contre les hommes qui les ont tués. De quoi interroger sur l'efficacité des mesures de protection existantes. Oui, ça pose beaucoup de questions. Ces 2 derniers féminicides, on se demande comment sont faites les évaluations du danger. Puisque manifestement, on n'a pas pris en compte la réelle évaluation du danger, sachant que pour le féminicide de Gironde,
monsieur avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion pour une tentative de féminicide. Il avait été condamné à 20 ans de réclusion pour tentative de féminicide, il était sorti de prison et il a recommencé. Oui, et il se pose une autre question, c'est la prise en charge et le suivi des agresseurs. Oui. Dites-moi, on en est à 29 féminicides, c'est ça, depuis le 1er janvier ? Alors, selon le collectif Féminicide par compagnon OEX, oui, 29 aujourd'hui. 29 aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début du mois de mars. Ça ne diminue pas ? Ah non, non seulement ça diminue pas, mais cette année, c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. Oui, parce qu'on avait atteint ce chiffre en mois d'avril l'année dernière. Malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les mesures qui sont prises, on va se poser la question, sont-elles suffisantes ? Évidemment. Hein. Et que faut-il faire pour essayer de prévenir ces féminicides ? Alors, il y a des propositions qui sont faites. Il faut préciser que moins d'une victime sur 4 porte plainte aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Moins d'une victime sur 4 porte plainte. Alors, proposition d'Isabelle Rome, qui s'occupe de ces questions-là au gouvernement. Elle propose une structure, la mise en place de structures médico-sociales adossées à un hôpital. Ces lieux, je vous lis ce qui est proposé. Ces lieux offriront un espace sécurisé de recueil de la parole des victimes de violences conjugales, d'accompagnement psychologique et juridique, d'information et d'orientation vers les différents partenaires, psychologues, médecins, associations d'aide aux victimes, policiers, gendarmes, tribunal, avocats. Il sera permis de porter plainte sur place. Aujourd'hui, moins d'une victime sur 4 fait cette démarche. Il faut que cela change et que nous allions vers elle. C'est ce que dit le gouvernement. Alors c'est une bonne démarche. Enfin, oui. Après, nous en tant qu'association, on salue toutes les mesures qui sont toutes les initiatives. toutes les initiatives qui sont pour protéger les femmes. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut s'inspirer des pays qui sont à côté de chez nous. Alors, le gouvernement envisage aussi d'enrichir le fichier de protection des victimes de violences intrafamiliales. Là aussi, c'est important d'avoir un fichier, de connaître qui commet ces violences, qui pourrait commettre ces violences. Alors oui, ça c'est un début. Il existe en Espagne un outil informatique qui s'appelle Viogène. Oui. Cet outil informatique permet à toutes les institutions qui vont accompagner la femme, donc les magistrats, les policiers, les services sociaux, de rentrer dans cet outil tout ce qui va se passer pour la femme victime de violence et de pouvoir évaluer le danger en temps réel. Donc ils peuvent le compléter, tout le monde peut le compléter, tout le monde peut le consulter aussi. Donc il faut vraiment s'inspirer de ça. Et je pense que si on fait un outil informatique tel que il est fait en Espagne, il y a juste à copier, il n'y a rien à inventer. Oui. Ça a fait quand même baisser la récidive de 63% en Espagne. Oui, parce que l'objectif, c'est évidemment de protéger une éventuelle victime. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Et il y a aussi le problème qu'on a aussi en France, c'est qu'on ne prend pas en charge des agresseurs. C'est-à-dire que les mettre en prison des années, c'est bien, mais si on les soigne pas... Il n'y a aucun soin. Il n'y a aucun accompagnement médical. Bien sûr que non. Enfin, je vais vous prendre ma propre situation. Oui. L'assassin de ma sœur a été condamné à 20 ans. Mais votre sœur a été assassinée. Ma sœur a été assassinée par son conjoint. Oui. Il n'a pas eu d'obligation de soins. Donc, il a pris 20 ans, il n'a pas eu d'obligation de soins. Non. Il va sortir, il est libre, et il peut recommencer. Et il peut recommencer. Évidemment. Alors, qu'est-ce que nous dit le gouvernement aussi ? Côté judiciaire, des pôles spécialisés sont attendus pour traiter en transversalité. Alors, les violences intrafamiliales avec un dossier unique et des audiences dédiées, au pénal comme au civil. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, une justice spécialisée. Oui, voilà, une justice spécialisée, c'est très important parce qu'aujourd'hui, notre justice, elle travaille en silo. Donc, monsieur peut être condamné au pénal pour des violences qu'il a commises sur madame, et par contre, on peut lui octroyer un droit de visite et d'hébergement classique pour ses enfants. Ce qui va mettre la victime encore en situation de difficulté parce qu'un week-end sur 2, elle va devoir remettre ses enfants à l'homme qui a été pourtant condamné au pénal. Alors, les familles de féminicides sont accompagnées ou pas ? Vous les accompagnez, évidemment, puisque... Alors nous, les associations, oui. Oui, mais sinon, non, elles sont laissées comme ça, dans la nature. Oui. Seules dans la nature. Le mot commun à toutes les familles de victimes, c'est le mot solitude. C'est solitude. On nous apprend la mort de notre proche. Oui. Et on est tout seul.
Oui. On doit se dépatouiller devant la grosse machine judiciaire. J'imagine que de nombreuses femmes vous appellent, peut-être à l'aide. Oui. Oui. On a été obligé, à la base, c'est vrai que cette association a été créée pour venir en aide aux familles de victimes. Oui, les accompagner. Voilà, mais dans les démarches, Exactement. Et puis, non seulement dans les démarches, parce qu'elles se sentent seules, vous le disiez, non seulement dans les démarches, mais un accompagnement psychologique. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'en médiatisant, nous, nos propres histoires, des femmes victimes de violences nous ont contactés pour dire qu'elles allaient être les prochaines. Oui. Et on peut pas les laisser sur le bord de la route, ces femmes-là, donc on les accompagne aussi. Prenons le témoignage de Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Bonjour, Madame. Merci. Vous avez subi des violences psychologiques Exactement. de votre ex-compagnon pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai été en mesure de fuir le domicile conjugal. Je ne suis pas française, non, je suis canadienne et je suis venue le rejoindre ici. Et donc, ça a été difficile pour moi de le quitter aussitôt que je me suis rendu compte que la situation que je vivais était anormale. Et quand j'ai été en mesure de le faire, j'ai contacté les associations, les services sociaux, les services psychologiques de ma localité. Et un après-midi, des amis sont venus me chercher et j'ai fui. Oui, vous avez fui cette relation toxique. Vous en êtes sorti grâce aux associations, Myriam. Je suis pas sortie d'affaires, monsieur. Vous n'êtes pas sorti d'affaires. J'ai eu de l'aide, mais voyez-vous, aussitôt que j'ai pu, j'ai contacté, enfin, je me suis rendue à la gendarmerie en moins de 24 heures pour faire une main courante et dire que j'avais quitté le domicile conjugal. On m'avait bien conseillé. Et 7 jours après, j'étais toujours en gendarmerie pour porter plainte. Pour moi, c'était une évidence que j'allais porter plainte contre lui, même si je n'avais jamais eu de violence physique directement sur mon corps. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il claquait les tiroirs, il me criait dessus, il pointait des objets à mon visage quand il me parlait. Il y avait toutes sortes de violences émotionnelles aussi. Et touchez pas, il ne vous touchait pas physiquement, il vous touchait psychologiquement. C'était une incessante pression psychologique exercée sur vous. Oui, alors je tiens à dire que il y a eu aussi des abus sexuels sous des rapports totalement consentis. Là, il allait agir ou dire des choses qui étaient inadmissibles. Combien de... Myriam, je vais être obligé d'interrompre parce que techniquement, on entend assez mal votre témoignage, je le regrette beaucoup, mais j'ai bien compris la violence psychologique, Sandrine Boucher. C'est réel aussi, on parle beaucoup de violence physique. Ce témoignage est très important parce que justement, on déconstruit l'image des violences conjugales. Oui. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la moitié des victimes de féminicide n'avaient pas pris un seul coup avant de mourir. Pardon, mais elle n'avait pas pris un seul coup avant de mourir. C'est le cas de ma sœur. Ma sœur n'avait jamais été frappée avant de mourir. C'était beaucoup de contrôle coercitif, d'emprise. Oui. Mais donc du coup, le témoignage de Myriam est très important parce qu'il faut vraiment faire rentrer dans la tête des gens que la victime de violence conjugale, ce n'est pas la femme qui est pleine de bleu. Voilà. Oui, merci Myriam pour ce témoignage. Oui, ce n'est pas la femme qui est pleine de bleu, c'est la femme qui subit au quotidien ces violences et au-delà de la violence psychologique, c'est quoi? C'est ce regard supérieur de l'homme. Elle disait, Myriam parlait d'agression sexuelle dans le couple. Oui. Dans le couple, de non-consentement. Ça aussi, je regardais toutes les enquêtes. Le nombre de femmes qui s'obligent à faire l'amour avec leur compagnon sans en avoir envie, sans le vouloir, est impressionnant. Oui, alors ça peut être parce qu'il faut pas réveiller les enfants, parce que monsieur va crier, ou elles ont aussi, ces femmes victimes de violence, elles ont aussi un seuil de tolérance à la violence qui n'est pas le même que nous. Oui. Elles ont été formatées par monsieur et du coup elles ont un seuil très élevé de tolérance à la violence. Maintenant, il faut pas oublier que ce sont des crimes de possession. C'est-à-dire que la femme appartient à l'homme et que le jour où elle veut partir,
c'est pas possible. C'est soit l'État à eux, soit l'État personne. Oui, j'ai été assez effaré. Vous avez vu toutes les enquêtes sur les jeunes. 23% des jeunes qui pensent qu'il faut plus ou moins forcer une femme. Vous avez vu ça? Alors, il y a encore un autre gros problème. C'est-à-dire que il y a une loi qui dit que du CP, à partir du CP, il doit y avoir 3 cours par an à l'éducation sexuelle et affective. Moi, je vous dis, moi, j'ai 2 enfants en âge scolaire. Mon fils en 4e, ma nièce en 5e. Ils en ont eu 0. Zéro. Donc, il faut vraiment mettre en place des choses qui existent. Mais il faut le faire. Bien. J'aimerais beaucoup que des femmes témoignent et nous racontent dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'elles se sentent sur un pied d'égalité avec les hommes? Racontez-nous, je sais pas, au travail, au sport ou ailleurs. Parce que au-delà, bon, féminicide, c'est la dernière étape, malheureusement. Mais au-delà de cela, il y a évidemment le quotidien, la vie au quotidien, les inégalités salariales. Bon, ça c'est une réalité. Il y a d'autres réalités, les inégalités en tout genre, les agressions dans la rue aussi. Hein, ça aussi, enfin bon, etc., etc. Donc n'hésitez pas à témoigner, 0826 300 300. Je vous garde, Sandrine Boucher. Pourquoi? Parce que nous allons partir dans une commune de la région parisienne, à Bonneuil-sur-Marne. Pourquoi Bonneuil-sur-Marne? Parce que Bonneuil-sur-Marne sera peut-être la première ville à débaptiser un nombre important de noms de rues. Vous allez comprendre tout de suite, pour transformer, pour donner ces noms de rue à des femmes. C'est une féminisation de la commune en quelque sorte. C'est très très intéressant ce que fait le maire de Bonneuil-sur-Marne, qui sera avec nous dans un instant. Il est 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Les féminicides, Sandrine Boucher, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Sandrine Boucher, féminicide, il n'y a pas d'âge, hein. Malheureusement, pas de milieu social. Non, ça peut malheureusement se produire partout. Ça peut se produire partout et à tous les âges. Et à tous les âges. Oui. Vous-même, votre sœur, et puis il n'y a pas de signes avant-coureurs. Enfin, il y avait quelques signes avant-coureurs, mais vous-même, vous ne vous étiez pas attardé sur ces signes. Non, c'était vraiment des signaux très faibles que je n'ai pas su interpréter, puisque voilà, lui, je le connaissais très bien. Et voilà, c'était le parrain de votre enfant, je crois. C'était le parrain de mon fils aîné, exactement. Ouais. Donc il faut vraiment alerter les gens sur les signaux faibles qu'on peut nous transmettre. Oui, vraiment. Oui. Les signaux faibles, c'était, il l'empêchait de vivre, quoi, en quelque sorte, hein, l'empêchait de sortir, l'empêchait de. Mais c'est des signaux qu'on peut prendre comme privation, une sorte de privation de liberté. C'est ça, mais quand on est dans la famille, c'est des signaux qu'on peut prendre comme de la gentillesse. Il allait la chercher à son travail, c'est sympa, c'est gentil, il lui évite de faire le trajet dans la nuit ou voilà. Oui, on peut prendre ces signaux-là comme de la gentillesse. Comme de la gentillesse, et puis le drame survient. Nous sommes avec Denis Osteroun, qui est maire de Bonneuil-sur-Marne. Bonjour. Allô, Denis Osteroun, vous êtes là? Moi, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Mais oui, je vous entends très bien. Alors, le droit des femmes, eh bien, vous avez décidé de prendre les choses en main à Bonneuil-sur-Marne. C'est cela? On peut dire ça de cette façon, effectivement. Mais en tous les cas, on a décidé de prendre notre place dans le sens de l'histoire. Dans le sens de l'histoire. 5 noms de rues féminines seulement sur 170 à Bonneuil, vous allez tout changer. C'est ça, mais en même temps, on ne fait pas exception à la société et à la réalité de l'espace public au niveau national. On est plutôt dans la moyenne. Malheureusement, on est plutôt dans la moyenne nationale. Voilà. Et nous avons décidé il y a 1 an de changer tout ça parce que on n'a pas voulu faire juste des actes symboliques. On s'est dit que tout simplement l'égalité devait être partout et à commencer par l'espace public. Voilà, et vous allez rebaptiser un nombre important de rues de votre commune. 62 rues et 18 équipements publics, ça fait 80. 80. Ouais, c'est la ville la plus féminine du pays. Et vous allez transformer Bonneuil, et Bonneuil deviendra la ville la plus féminine de France. Tout simplement. Dites-moi, ça va peut-être poser quelques problèmes administratifs pour les habitants qui vont changer de nom de rue, puis peut-être des frais, non, engendrés par les changements d'adresse. C'était le sens du travail qu'on a mené depuis 1 an, parce que justement, on n'a pas voulu faire les choses de manière autoritaire et surtout, on n'a pas voulu imposer à la population
quelque chose auquel ils n'ont pas adhéré. Donc ça fait 1 an qu'on fait un travail de sensibilisation avec nos habitants. Donc c'est les habitants qui ont proposé des noms, qui ont ensuite fait un écrémage, ensuite qui ont voté sur les noms qui ont été proposés. Et nous avons mis en place, du coup, toute notre administration a eu le temps, parce que le service public est magnifique, on lui donne les moyens, et bien a eu le temps de travailler sur tous ces aspects. Donc il va y avoir d'ores et déjà, toutes nos équipes sont prêtes pour accompagner notre population pour les changements d'adresse, les changements nécessaires administratifs, y compris sur les coûts. On va accompagner pour ceux qui n'ont pas les moyens de les accompagner financièrement. Vous allez changer le nom de débaptiser certaines rues. J'imagine que ça risque de provoquer des débats. Hein? En même temps, s'il y a débat, c'est qu'il y a un sujet à débattre, et tant mieux. C'est vrai. Parce que s'il n'y avait pas eu de débat, c'est que, c'est qu'il n'y aurait pas de sens. C'est justement l'objectif, c'est de pousser le débat et sensibiliser la population sur ce que les femmes subissent dans une société patriarcale depuis des millénaires, voire des 4 millions d'années qui sont passées, et comment on peut aujourd'hui donner sa place à l'autre moitié de l'humanité. Bien, alors c'est française que nous chérissons. Bien, merci beaucoup Denis Ostoroun. C'est intéressant ce que fait le maire de Bonneuil, indispensable. Oui, c'est un petit événement, mais tout de même significatif d'une prise de conscience. Oui, mais c'est une belle initiative. C'est une belle initiative, évidemment que c'est une belle initiative. Alors, vous avez vu à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé, hein? Il y a eu une séance houleuse, l'Assemblée qui a rejeté c'était hier, l'inéligibilité automatique des auteurs de violences conjugales. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Ça vous a déçu, j'imagine, non? Enfin bon. Alors, moi j'ai d'autres priorités sur la prise en charge des violences conjugales. Donc bon, qui vote ou qui vote pas, ça va pas changer la face du monde. Je pense qu'il faut plus axer sur les vraies mesures pour protéger les femmes. Alors aujourd'hui, Sandrine Boucher, la première mesure à prendre pour lutter contre la violence conjugale et pour lutter contre le risque de féminicide, quelle est-elle? Pour moi, ce qui va vraiment tout changer, c'est ce fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fichier Viogène qui va permettre à vraiment tous les acteurs... Ça, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Ça permet vraiment à tous les acteurs d'avoir en temps réel tout ce qui se passe pour la femme et surtout de faire une réelle évaluation du danger tout de suite. Et inciter les femmes à aller déposer plainte, inciter les femmes à s'exprimer, à parler, à raconter ce qu'elles subissent. Oui, alors, mais il y a eu réellement une libération de la parole, on le voit, il y a beaucoup plus de femmes qui... Oui. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que fait-on de cette parole ensuite ? Oui. C'est ça, elles ont libéré leur parole, les femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui poussent les portes de commissariat. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? Oui. Là, vous voyez, elles ont déposé plainte, 1 mois après, c'était toujours en cours de traitement. Elles sont mortes. Donc voilà, il faut vraiment... Il y a beaucoup aussi de plaintes qui sont classées, sans suite. Donc voilà, oui, mesdames, libérez votre parole, mais après, les institutions, faites-en quelque chose de cette parole. Merci d'être venu nous voir, Sandrine Boucher. Merci. Il est 10h57. Si vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas à 0826 300 300. Vous continuez. Nous allons changer de sujet, évidemment. Nous allons replonger dans la politique avec les jeunes responsables de 3 partis politiques. Ça va être intéressant, le débat. Entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, merci d'être avec nous. Nous allons recevoir maintenant de jeunes responsables politiques. Oui, de jeunes responsables politiques, puisqu'ils sont présidents de partis politiques, des jeunes des partis politiques, 3 partis politiques. Aujourd'hui, Guillaume Carayon, qui est le président des Jeunes Républicains, Pierre-Romain Thionnet, qui est président du Rassemblement National de la Jeunesse, et Léon Desfontaines, qui est secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes Français. Pourquoi est-ce que je reçois des jeunes responsables politiques aujourd'hui? Parce que j'ai envie d'entendre justement ce que pensent les jeunes de la politique. Il y a une désaffection. Alors pour l'instant, Pierre-Romain Thionnet est en retard et Léon Desfontaines aussi.
taxis, c'est pas de leur faute, c'est à cause des taxis, il y a des problèmes de taxis, enfin c'est pas très facile. En revanche, Guillaume Carayon est là, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis content de vous recevoir, Merci à vous. les jeunes, puisqu'il y a quand même des affections des jeunes pour la politique. Les jeunes se détournent de la politique, Guillaume Carayon. Oui, ils se détournent du vote, Du vote, oui. ils se détournent des partis. Oui. Il y a presque plus d'adhérents dans les partis politiques chez les jeunes. Vous avez combien d'adhérents, vous, au LR? Mais nous, il y a un paradoxe. Aux jeunes républicains, on a beaucoup de chez les jeunes jeunes. militants. Enfin, on a 10 000 jeunes militants. Oui. Les autres partis politiques en ont un peu moins, notamment les jeunes avec Macron, alors même qu'ils sont au pouvoir. Mais dans les intentions de vote, aux dernières Oui. élections présidentielles, nous, notre parti, chez les 18-30 ans, on a fait un score qui est ridicule. Donc il y a ce paradoxe. On a des jeunes qui sont engagés, qui sont militants, mais pas forcément. Enfin, la jeunesse se mobilise pas pour notre parti. Si vous avez, si vous Ça, je avez vous la 10 prends 000, pas. si vous avez 10 000 adhérents, bon, vous avez 10 000 adhérents, quoi. 10 000 votants. Non, comprenez ce que je veux dire. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'adhérents qu'il y a beaucoup de votants. Beaucoup de Non. jeunes, aujourd'hui, ne s'intéressent pas à la politique. Bah, moi, mon job, Guillaume Carayon, c'est votre deux choses. job, c'est Moi, ma responsabilité, c'est deux choses. C'est à la fois d'avoir des adhérents qui Oui. vont faire campagne, qui vont militer, qui vont défendre les idées qu'on prône, et aussi c'est de convaincre la majorité des jeunes. Et sur ce deuxième plan, c'est plus difficile parce que il y a les difficultés que vous connaissez chez les Républicains aujourd'hui. Mais je lâche pas parce que je pense qu'il y a une jeunesse de droite dans le pays. Il y a, je pense, une majorité de jeunes qui veulent que le travail paye mieux, qui veulent trouver un job, qui veulent s'émanciper, qui pensent pas à leur retraite à 20 ans, des jeunes qui veulent vivre en sécurité, qui veulent que la valeur, en fait, pour moi centrale, qui est la liberté, soit vraiment défendue dans notre pays. Liberté d'étudier, non au blocage. Liberté, c'est la sécurité. La liberté, c'est la souveraineté. La liberté, c'est la liberté dans le travail, l'émancipation. Ces valeurs-là, je pense qu'elles sont majoritaires. Mais c'est vrai qu'LR parle de moins en moins à la jeunesse. Et mon Pourquoi rôle- ça? Pourquoi? Est-ce que votre parti parle de... Parce que tous les partis parlent de moins en moins à la jeunesse. Pourquoi? Votre parti, pourquoi parle-t-il de moins en moins à la jeunesse? Sur la dernière élection présidentielle, c'est assez Oui. clair. Il y a eu un problème d'incarnation. Je pense qu'on n'a pas réussi à créer un lien en fait entre notre candidate et le peuple, et l'élection présidentielle, c'est fondamentalement ça. C'est la rencontre entre un homme ou une femme avec le peuple. Nous, on n'a pas eu ça. Moi, Attendez, vous non, mais les autres partis, même chose. Même Emmanuel Macron, beaucoup de jeunes n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Bon, beaucoup de jeunes n'ont pas voté pour les autres candidats, Oui, il y a une participation qui est assez faible déjà. qui est assez faible chez les jeunes. Moi, je me souviens des élections régionales Oui. et départementales qui étaient juste un an avant les élections présidentielles. Oui. La participation des jeunes, elle était autour de 10%. Oui, 10%, vous vous rendez compte? C'est Les jeunes, ça assez veut dire les hallucinant. 18-24 ans. 18-30 ans. 18-30 ans. 10% des 18-30 Ouais, ans. avaient voté Ben, au vous vous rendez départemental et compte? régional. Et pourquoi? Alors- Parce que, ils savaient pas quelles étaient les compétences Oui. de la région, du département. C'est un scrutin, ils se disaient, ça va pas changer mon quotidien. Parce que c'est des collectivités locales, ça change pas leur quotidien. Moi, je Oui. pense qu'il faut mettre dans la tête des jeunes, changer la mentalité des jeunes en leur faisant comprendre que la politique, en fait, elle rythme leur quotidien. Que tous les choix politiques qui sont faits par les décideurs politiques, ça va influencer leur vie au quotidien. S'ils sont agressés dans le métro à Paris, ben c'est aussi parce qu'il y a des politiques laxistes au niveau de la sécurité. Alors, Moi, je crois j'attends fondamentalement avec impatience Pierre-Romain Thionnet, qui est le président des jeunes du Rassemblement National, président du Rassemblement National de la Jeunesse, et Léon Desfontaines, qui est secrétaire général, vous les connaissez bien, du mouvement de jeunes communistes français. Est-ce que chez les jeunes, entre partis politiques, vous rencontrez plus facilement que chez les plus anciens des partis? non seulement Est-ce que on vous se- avez des contacts permanents entre jeunes de partis différents? Bah oui, parce qu'il y a souvent des débats qui sont Oui. organisés comme ici, Comme ici, là, aujourd'hui, oui, aujourd'hui. avec d'autres représentants de mouvements de jeunesse. Moi, j'aime bien. Bah, Oui. c'est bien parce que je pense qu'on est moins sectaire. On a le tutoiement facile, on a entre 20 et 25 ans, on va pas jouer les cadors, on va pas jouer les ténors, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour confronter des idées. Il y a eu une polémique la semaine dernière qui Oui. était assez intéressante et révélatrice J'allais vous en parler. de l'état du débat public. Allez-y. Moi, on m'a reproché, des voix extrêmement minoritaires de mon parti, m'ont reproché, et beaucoup de médias aussi, d'avoir osé dialoguer, faire un débattre
avec avec le représentant des jeunes du Rassemblement national qui arrivera tout à l'heure, et le représentant des jeunes de Zemmour qui s'appelle Stanislas Rigaud. En fait, on a voulu censurer un débat, et ça, je trouve ça inadmissible. L'ADN de la droite, mais plus largement l'ADN français, l'ADN de la démocratie, c'est la liberté de débat. Mais c'est pas le débat, c'est pas le débat qu'on a voulu censurer. Moi, ça a été le premier reproche qui m'a été fait, le fait d'avoir accepté le principe d'un débat avec des gens plus à droite que moi, comme si je devais être censuré parce que il y a des gens qui sont plus à droite que moi, j'ai pas le droit de discuter avec eux. C'est ridicule. Il y a 42% des Français qui ont voté Marine Le Pen. Évidemment qu'il faut essayer de les convaincre. Moi, je suis dans un autre parti. Je pense que les idées que défend aujourd'hui la droite sont plus pertinentes pour redresser le pays. Est-ce qu'il faut une alliance ? Est-ce que parce que c'était le fond du problème. Ça a été le faux procès qu'on m'a fait. Et qu'on a fait également à Pierre Romain Thionnet, responsable des jeunes du RN. On nous a dit que les trois défendaient l'union des droites. Or, c'est uniquement l'argument de Stanislas Rigaud. On connaît cet argument, c'est l'argument de Zemmour. Il a fait sa campagne dessus. Pour des raisons différentes. Union de toutes les droites. Vous êtes favorable à l'union de toutes les droites avec Reconquête et le Rassemblement national ? Moi, je suis pas favorable à l'union des partis, je suis favorable à l'union des électeurs. Et je pense ça, c'est ce que disent les plus anciens aussi en politique depuis toujours. Hein. C'est pas parce que les plus anciens disent que c'est faux. Je suis d'accord. Moi, je crois que LR doit se reconstruire, doit redevenir le grand mouvement gaulliste de droite, populaire, qui parle à tous les Français, un mouvement qui se ressente sur ses fondamentaux. Je pense qu'on a trop souvent oublié nos fondamentaux. Les fondamentaux de la droite, on les a. Vous, jeune LR, comment regardez-vous la réforme des retraites ? Est-ce que vous l'approuvez d'abord ? Est-ce que vous la soutenez ? Vous, les jeunes LR ? Alors, on pense que la réforme des retraites, elle est nécessaire parce que le bouleversement, la transformation démographique fait qu'on ne pourra pas se payer une retraite, on ne pourra pas avoir une retraite, nous, dans 40 ans, si on n'agit pas maintenant. En revanche, je pense que la réforme des retraites, elle est imparfaite parce qu'elle n'aborde pas des enjeux qui sont essentiels. La question de la natalité. On a la natalité la plus basse depuis 1946 parce qu'on n'a pas de politique familiale. 2, la réindustrialisation. Moi, je suis pas pour une société uberisée à la Emmanuel Macron où on nous vend des Uber jobs, c'est-à-dire des petits boulots dans lesquels il n'y a aucune perspective d'évolution sociale. Moi, je crois en l'industrie. Je pense que c'est ce qui permet de gagner sa vie au fur et à mesure des années. C'est ce qui offre une perspective d'évolution sociale. Il y a un début de réindustrialisation de la France aujourd'hui. Hein. Vous l'avez constaté. C'est pas vrai. En tout cas, depuis 4 décennies, depuis 40 ans, la tendance, c'est qu'on est passé de 20% des emplois qui sont industriels. Enfin, votre parti était au pouvoir. Oui, mais moi j'étais à l'école primaire. Oui, donc je ne crois pas être responsable de ça. Non, ça c'est sûr. Non, mais depuis 40 ans, on est passé de 20% des emplois du pays industriel à 10%. Donc il y a une tendance à la désindustrialisation, à la délocalisation, à la dérégulation. Et ça, nous, on le combat. Nous, on croit. Moi, je suis tarnais. Je viens du Tarn. C'est une terre industrielle. Et je sais qu'un jeune qui commence à l'usine à 20 ans ou à 17 ans, il peut devenir contremaître 10 ans plus tard et ingénieur 10 ans après. Pour revenir à la réforme des retraites, vous la voteriez si vous étiez député ? Oui, je la voterai, mais je ferai comme ce qu'ont fait Olivier Marleix, Éric Ciotti, c'est-à-dire il faut changer pas mal de choses dans cette réforme. Il faut plus de justice sociale. Oui, il faut allonger l'âge légal de départ à la retraite, mais il y a une contrepartie, c'est la justice sociale. Donc c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes aujourd'hui, elles ont des retraites 30% inférieures à celles des hommes. C'est les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler tôt, ils doivent partir tôt. C'est aussi simple que ça. Nous, on a déposé un amendement, les députés LR, qui dit si vous avez commencé à travailler avant 21 ans, vous pouvez partir après 43 années de cotisation, pas une de plus. Ça, je pense que c'est du bon sens. Les inégalités femmes-hommes, inégalités salariales, inégalités au travail, inégalités dans le sport, inégalités en général, vous jeunes LR, que faut-il faire selon vous ? Comment regardez-vous notre société justement sur ce terrain-là ? Typiquement sur l'inégalité homme-femme, pour le relier à la réforme des retraites, les femmes ont des aléas dans la vie qui font qu'elles auront moins de trimestres de cotisation. Donc il faut leur permettre, je pense, de partir plus tôt à taux plein, peut-être à 65 ans, peut-être à 66 ans. Permettre aux femmes de partir plus tôt que les hommes à taux plein. Oui, je le crois. L'âge, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle l'âge de la fin de la décote, pour les hommes, il est à 67. Pour les femmes aussi, il est à 67 aujourd'hui. Exact. Moi, je pense qu'on pourrait le basculer pour les femmes de 67 à 66 ou à 65. Ça leur permettrait, pour celles qui ont eu des carrières hachées, et c'est la majorité des femmes qui sont dans ce cas-là, de partir un peu plus tôt à la retraite. La lutte contre les inégalités femmes-hommes, c'est un combat chez les jeunes LR, vraiment ou pas ? Oui, bien sûr. Moi, je crois pas à un nouveau féminisme aujourd'hui qui est un peu incarné par une Sandrine Rousseau, qui consiste à tout vouloir déconstruire. Il y a ce mouvement-là que moi j'ai bien observé quand j'étais à la fac, à la faculté, de déconstruction de
tout ce qui constitue en fait l'ADN français, toutes les traditions françaises, on veut les déconstruire. Et donc, ce qu'ils appellent les stéréotypes de genre, tout ça, toute cette volonté de déconstruction un peu wokiste, moi je crois que c'est un faux combat. Il y a eu une époque, il y a quelques années, ça revient à pas mal de temps, où la gauche, elle défendait, la lutte des classes. La base de l'inégalité homme-femme, elle n'est pas là. La réalité de l'inégalité entre les femmes et les hommes, c'est l'inégalité salariale. Est-ce qu'il faut une égalité salariale? Est-ce qu'il faut je ne sais pas, imposer cette égalité salariale dans les entreprises? Si je disais que je voulais une inégalité salariale entre les hommes et les femmes, je serais un peu un monstre. Non, mais égalité, mais l'imposer, comprenez ce que je veux dire. Aller plus loin dans la coercition, bien sûr. Les entreprises, vous êtes favorable? Bien sûr. Il faut absolument. Il y a je dis ça parce que votre regard de jeune en politique, engagé en politique, vous êtes président des Jeunes Républicains, c'est peut-être un regard différent de celui de vos responsables, des responsables de votre parti, sur ces terrains-là, qui sont des terrains qui préoccupent les jeunes, et notamment beaucoup de jeunes femmes. Il y a le sujet de l'égalité homme-femme, et peut-être le sujet le plus fondamental en fait chez les jeunes aujourd'hui, le combat de notre génération, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Moi, je crois qu'on peut marier aujourd'hui une écologie positive avec la croissance. Je crois qu'on peut créer des emplois avec la transition écologique, par exemple la filière hydrogène qui se développe surtout chez moi dans le Tarn. Je pense que c'est un vecteur d'emploi. C'est un vecteur d'emploi formidable. On peut marier l'industrie avec la transition écologique. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Il faut pas être dogmatique sur ce sujet-là. Moi, honnêtement, quand j'entends des Sandrine Rousseau et tous les écolos à l'Assemblée, je pense qu'ils dénaturent en fait le combat écolo. Ils dénaturent le combat écolo. Le combat écolo, c'est la rénovation thermique des bâtiments, c'est la relocalisation, c'est-à-dire c'est les filières courtes, c'est arrêter d'importer des fruits et légumes de l'autre bout du monde. On importe aujourd'hui 60% de nos fruits et légumes. 60% de nos fruits et légumes. On importe 50% de nos volailles. Il y a une époque où on produit moins en France. Oui, on produit moins en France. Mais on était un pays exportateur agricole, on était le meilleur pour ça. Et aujourd'hui, on est devenu un pays importateur. Parce qu'il y a une idéologie qui est aussi partagée à Bruxelles par la Commission européenne, c'est la décroissance agricole. C'est-à-dire on produit moins chez nous et en fait on continue d'importer des produits qui ne respectent pas nos normes environnementales. Ça, c'est une catastrophe. Il est 11h16, nous allons observer une petite pause. Guillaume Carayon est donc là, président des Jeunes Républicains. Pierre Romain-Thionnet qui va arriver. Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour. Léon Desfontaines, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes français. Vous aussi, vous représentez les jeunes. J'avais envie d'organiser ce débat. Malheureusement, on a petit problème de taxi, si j'ai bien compris, mais aujourd'hui ça ne m'étonne pas, ça ne vous surprend pas, hein, vous, jeunes qu'à moitié, hein, puisque vous soutenez les grèves, les manifestations, évidemment. Et donc, petit problème. Donc le débat, on va pouvoir l'engager, ce débat. Mais je souhaitais qu'on engage ce débat sur des questions politiques en général avec de jeunes responsables de partis politiques. Pourquoi ? Parce que votre regard est peut-être différent et sûrement différent de celui de vos aînés. Il est 11h17. À tout de suite sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Bien, les jeunes et la politique. Très intéressant, le regard des jeunes responsables des partis politiques sur le débat. Les débats divers et variés. Guillaume Carayon est avec nous, président des Jeunes Républicains. Pierre Romain-Thionnet va nous rejoindre, je l'espère, président du Rassemblement National de la Jeunesse. Et Léon Desfontaines est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Secrétaire général du mouvement des jeunes communistes français. Alors, à l'Assemblée, réforme des retraites. Vous êtes évidemment opposé fermement à cette réforme des retraites. Comment regardez-vous ce qui se passe à l'Assemblée, vous jeunes ? Vous, jeunes responsables d'un parti politique. Ça nous paraît assez éloigné en réalité de ce qu'on est en train de construire en termes de mobilisation sociale. Aujourd'hui, on a à l'Assemblée nationale finalement une majorité qui visiblement soutiendrait cette réforme, encore que on verra lorsqu'il s'agira de voter, parce qu'on voit que cette majorité est en train de s'étioler petit à petit. Et nous, ce qu'on voit et ce qu'on observe sur le terrain, c'est que les jeunes rejettent massivement et majoritairement cette réforme des retraites, ce décalage d'âge de départ à la retraite. Et c'est tant mieux. Et cette mobilisation n'est pas près de faiblir. Et en tout cas, on voit que du coup, il y a un décalage entre ce qui se passe dans les hémicycles, à l'Assemblée comme au Sénat, d'ailleurs. Au Sénat, qui vient surenchérir sur la capitalisation, notamment sur la réforme
réforme des retraites, on voit qu'il y a un réel décalage finalement entre nos hémicycles et ce qui se passe actuellement dans la rue. Pierre-Romain Thionnet vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes, je le rappelle, président du Rassemblement national de la jeunesse. Vous avez quel âge tous les trois? Quel âge avez-vous, Pierre-Romain? 29. 26 ans. 26 ans 23. et 23. 23, 26 et 29. Vous êtes jeunes, vous êtes tous les trois, vous vous rencontrez régulièrement, vous vous tutoyez. Est-ce que vos rapports sont différents de ceux que peuvent avoir vos aînés? Vous constatez qu'ils sont différents dans la façon dont vous débattez, dont vous défendez telle ou telle conviction? Franchement, il y a une différence? Je veux dire que je ne connais pas très bien mon adversaire. Ah bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. c'est un adversaire, c'est la première fois que vous vous C'est la rencontrez? première fois qu'on se rencontre. Ah d'accord. Je viens d'arriver, on n'a même pas eu le temps de se saluer en Rassemblement coulisses. national, Parti communiste, oui. Et Guilhem, j'ai eu l'occasion de débattre avec lui, qui a fait un petit peu parler il y a quelques temps. On en parlait tout à l'heure avec Guilhem Carayon. Mais tout vous sépare sauf l'âge. Je ne pense pas que tout nous sépare. Non, alors, exactement. Qu'est-ce qui vous rapproche, selon simplement, vous? déjà, je pense dans cette opposition à cette réforme des retraites, même s'il y a évidemment des nuances dans les contre-projets qui sont proposés, mais je crois dans la mise en avant des questions sociales. Je crois que le camp auquel j'appartiens peut des fois avoir des points de convergence avec une certaine gauche, même s'il y a des mots différents, des idéologies différentes qui les portent derrière. Il y a en tout cas dans l'opposition aux réformes de Macron, à la violence sociale du macronisme. Vous vous sentez plus proche aujourd'hui du Parti communiste français que d'Emmanuel Macron, que du gouvernement? Il se trouve qu'on est dans la même tranchée pour combattre Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça qu'on peut dire sur ce sujet-là précisément. Vous êtes dans la même tranchée? Non, je suis pas du tout d'accord, moi. Ah bon, je pense que hier, j'ai écouté attentivement. C'était hier ou avant-hier, j'ai écouté attentivement votre patron, Monsieur Bardella, chez vos confrères, Monsieur Bourdin de France Télévisions. Et je me suis pas du tout retrouvé dans son discours. Il nous dit quoi? Si on récapitule, il nous dit: je suis contre la réforme des retraites. Ok. Je suis contre les manifestations et les blocages qui sont à l'œuvre. Il s'est positionné contre les blocages de l'économie, les grèves qui sont mises en place, et le côté France à l'arrêt, énergie, carburant, etc. Et nous, transport. nous ne retrouvons pas dedans. Et d'un autre côté, on voit et on a observé, je sais plus, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, on vous voyait par contre bras dessous avec le patron des Jeunes Républicains ici présent, Guilhem Carayon, à la une d'un magazine, qui eux sont plutôt favorables pour le coup à la réforme des retraites. Donc finalement, on ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose à votre position, si ce n'est peut-être juste que, excusez-moi l'expression, mais vous êtes une planche pourrie. Alors, si le débat était, je sais pas si vous avez lu le débat dans le magazine. En l'occurrence, je suis le seul à combattre la réforme des retraites dans le débat. Donc là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de points communs quand même. Il y a des autres sujets, bien sûr, mais sur cette question sociale, il y a absolument pas de points communs avec les Républicains. On en parlait tout à l'heure avec Guilhem Carayon. Ou même avec Reconquête. Et l'Union, vous prenez l'Union des droites? Non, pas du tout. Je crois que c'était même très clair dans le magazine. Oui. Rien que par exemple sur cette question sociale, voilà, il y avait une vraie divergence avec aussi notre homologue de Reconquête. Mais je crois, oui, qu'il y a une partie de la droite qui n'a toujours pas fait abandonné son libéralisme sur ces questions économiques et qui a du mal à s'opposer. Vous avez abandonné le libéralisme, vous, au Rassemblement national, chez les jeunes du Rassemblement national? Non, même la ligne du parti en général, c'est pas une ligne qui prône un néolibéralisme économique. Elle a rompu. Néolibéralisme ou libéralisme? Pas tout à fait pareil. Oui, il y a des distinctions philosophiques, mais pour l'économie, on va plutôt dire. Pour l'économie, alors. Libéralisme. Mais je crois qu'en effet, c'est assez vu dans notre parti. Vous êtes plutôt pour une économie dirigée? Non, pas dirigé, mais avec un État qui prend toute sa place. Étatisé? Non, étatisé. C'est tout de suite des grands mots qui peuvent faire peur. Des grands mots. Mais il ne s'agit pas de faire peur. Un État qui prend toute sa place oui. dans les défis actuels de l'économie, même de l'écologie. Et je pense que les différentes crises que notre pays a pu subir, même l'Europe et le monde en général, que ce soit la crise Covid, la question des guerres, la question des ruptures des chaînes d'approvisionnement. Donc droite sociale. Oui, ça, je pense que... Le RN, c'est la droite sociale. C'est la droite sociale, Guilhem Carayon? Non, je ne crois pas. Moi, j'aime pas trop en fait quand on parle de grands concepts de libéralisme, d'ultralibéralisme. Nous, ce qu'on dit simplement. C'est le problème de la droite de pas aimer ça, oui. Mais nous, ce qu'on dit simplement, moi, je suis pas pour le néolibéralisme dans le sens où il faut pas tout déréguler, tout délocaliser, parce que ça tue les foyers de production et ce qui permet aux campagnes de vivre. Si on délocalise tout, il y a plus d'usines et il y a plus de progression sociale des salariés. En revanche, je pense que dans un pays comme la France, où on a 45% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, où les gens sont surimposés, et ça commence
par les petites entreprises, par les PME, par les TPE. C'est pas les très grosses entreprises qui sont surimposées. Peut-être qu'il faut mettre en place des taxes sur les super profits. Moi, je suis pas opposé à ça. En revanche, je pense qu'il faut libérer fiscalement le pays, les travailleurs modestes, ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et qui gardent pas grand-chose à la fin du mois. Moi, je pense qu'à ces gens-là, il faut leur donner plus de liberté économique. Et c'est quelque chose que j'entends tout le temps sur le terrain, le fait que la France est devenue un enfer fiscal, un enfer surnormatif, bureaucratique, où tout est décidé depuis en haut, tout est décidé depuis Paris. Et finalement, on a oublié les travailleurs, on a oublié les gens qui avaient juste envie de payer un petit peu moins d'impôts, d'être moins chargés et de réussir dans la vie tout simplement. Alors, ce qui m'intéresse dans notre débat, c'est votre regard sur notre société. Vous êtes plus jeune, vous êtes engagé en politique, fermement engagé en politique. Les jeunes, on en parlait avec Guillaume Carayon, ne sont pas très intéressés par la politique et c'est bien dommage. C'est regrettable. Et d'ailleurs, votre travail, c'est dans votre parti, quelles que soient les opinions politiques, votre travail, c'est de faire venir les jeunes à la politique, du moins de les inciter à aller voter, à aller s'exprimer. Le problème qu'on rencontre, à mon avis, tous les trois, et c'est le cas de tous les représentants de mouvement de jeunesse, c'est que même là, par exemple, vous nous donnez la chance de nous adresser aux auditeurs de Sud Radio, mais comme quand on va sur BFM TV, sur CNews, sur d'autres plateaux, on parle pas vraiment aux jeunes. Les jeunes, ils s'informent sur des canaux de communication qui sont différents, ils s'informent sur TikTok, ils s'informent sur Insta, ils s'informent sur des nouveaux réseaux sociaux où les politiques en fait sont moins écoutés. Et nous, notre rôle, c'est justement d'investir ces réseaux, pas d'abandonner la télé et la radio traditionnelle, les canaux un peu mainstream, mais c'est de faire les deux. Et je pense qu'on n'est pas encore assez bon pour ça. C'est vrai ? Oui. Non, bien sûr. Enfin, moi, je partage. Évidemment, il faut être présent le plus possible partout. Après, la réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est aussi être présent sur le terrain, c'est aller à la discussion, à la rencontre des jeunes, des lycéens, des étudiants. Et pour le coup, s'il y a bien aussi un aspect intéressant sur la mobilisation qui est en train de se passer, c'est que ce qu'on est en train d'observer aussi, c'est que les jeunes commencent aujourd'hui à se mobiliser et à reprendre le pas de l'engagement politique. À l'appel de Louis Boyard ? À l'appel de l'intersyndicale, plutôt non. D'ailleurs, je suis pas persuadé que l'appel de Louis Boyard a eu justement une relation positive dans l'engagement des jeunes. Peut-être d'ailleurs même ça a un effet contre-productif. C'est ce qu'on disait au tout début. Et vous m'aviez interpellé sur les débats à l'Assemblée nationale. En réalité, on doit faire tout le travail contraire aujourd'hui auprès des jeunes en leur disant mais ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est un petit bout de la politique. La réelle politique, elle se passe dans la rue, elle se passe dans l'engagement politique, elle se passe dans l'engagement des associations, dans les syndicats, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, on a des jeunes, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de jeunes qui commencent à se mobiliser. Moi, je prends un exemple. Le 19 janvier, on était 100 000 jeunes. Hier, nous avons comptabilisé 250 000 jeunes dans les rues. Et mine de rien, ça fait partie des très grosses mobilisations. Même si on ne sent pas dans les lycées ou dans les universités, dans tous les cas, une très forte mobilisation. Ça doit se dans construire. Les universités. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une forme de résignation. J'étais venu sur un de vos plateaux précédemment pour évoquer cette forme de résignation qui est installée dans la jeunesse. On a besoin aujourd'hui, nous, force politique de gauche, de redonner espoir en la politique auprès de tout le monde, mais bien évidemment, a fortiori, auprès des jeunes. Et je pense que cet espoir passe aussi par la reconstruction, moi je le dis, d'une gauche authentique et populaire. Parce qu'on a une partie de la gauche qui ne s'adressait plus à l'ensemble de la population, et on le voit depuis l'élection présidentielle, notamment avec l'apparition de Fabien Roussel, qu'on a enfin une gauche qui est capable aussi de mettre des mots sur du quotidien que partage une partie non négligeable, même une majorité de nos concitoyens et une majorité de nos jeunes. Et on voit que des jeunes reviennent à la politique grâce à cela. Bien, les jeunes, retour des jeunes à la politique, comment faire ? On va en parler, Guillaume Carayon, on va en parler avec vous aussi, Pierre Romain-Thionnet. Puis c'est la journée, la journée d'égalité, de l'égalité homme-femme. On va évidemment en parler. Les femmes gagnent 22% de moins que les hommes, toujours. Hein. Toujours, ça bouge pas vraiment. Et les retraites, c'est 30% de moins. Et les retraites, c'est 30% de moins. Ça ne bouge pas beaucoup. Et puis, on va parler d'autres sujets, l'écologie aussi, puisque c'est un sujet porté par les jeunes. Il est 11h31, vous êtes sur Sud Radio à toutes. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons une demi-heure, amusons-nous un petit peu. 0826 300 300, vous avez des questions à poser à nos trois responsables de mouvements de jeunes. Trois partis politiques représentés, Guillaume Carayon qui est président des Jeunes Républicains, Pierre Romain-Thionnet qui est président du Rassemblement National de la Jeunesse et Léon Desfontaines qui est secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes Français. Si vous avez des questions à poser à nos trois responsables, n'hésitez pas, 0826 300 300. Moi j'ai quelques questions à vous poser. Les syndicats, donc on demandait à rencontrer Emmanuel Macron, c'est la dernière. Alors il y aura une nouvelle journée, je regarde l'actualité, il y aura une nouvelle journée samedi, la journée suivante
suivante, journée de rassemblement, de manifestation samedi, et la journée suivante sera fixée en fonction de la commission mixte paritaire Sénat, Assemblée nationale, la semaine prochaine, le 15 ou le 16. Bien. Emmanuel Macron doit-il recevoir les syndicats qui, s'ils sont reçus, vont lui demander évidemment le retrait de la réforme? Vous dites oui, j'imagine. Bien sûr. En fait, on connaît des mobilisations. On attend la réponse inédites. d'ailleurs. On connaît c'est les mobilisations, de telles mobilisations, on n'en a pas connu en France depuis plus de 40 ans. Peu importe les chiffres qu'on comprenne d'ailleurs. Ceux de la préfecture de police ou ceux des syndicats, c'est les plus grosses mobilisations qu'on ait connues depuis 40 ans. Je veux dire, c'est un minimum de la part du président de la République de recevoir les partenaires sociaux. Et en plus, on a une intersyndicale qui est unie, rassemblée, etc. Il faut au moins qu'il y ait des échanges, du dialogue. Emmanuel Macron nous présentait comme un nouveau quinquennat Donc, Emmanuel Macron, vous demandez vous aussi, Emmanuel Macron, de recevoir les syndicats. Pour dire quoi? Pour dire aux syndicats, non, je ne retire pas ma réforme. Non, moi j'aimerais bien qu'ils disent le contraire. Oui, d'accord. Oui, non, mais d'accord, oui. Non, mais aujourd'hui, il y a une divergence de fond. Il y a une divergence de fond entre l'intersyndicale et le gouvernement et le président de la République, parce que lui, il est pour le report de l'âge légal. C'est l'article 7 en fait qui est l'enjeu principal. Et l'intersyndicale, tous les syndicats, y compris la CFDT de Laurent Berger, sont contre le report de l'âge légal. Donc ils trouveront pas de convergence sur ça. Non. En revanche, moi je pense que si la situation sociale est aussi explosive aujourd'hui, c'est parce que Macron a écouté personne. Non mais il y a une absence de dialogue social depuis le début de son quinquennat. Il a jamais écouté à la fois le Parlement, les élus, le corps intermédiaire, les syndicats, personne. Mais maintenant, que doit-il faire selon vous? Ne pas retirer la réforme. Moi, je pense qu'il paye. Cette réforme, elle paye en fait l'impopularité du président. Il est tellement impopulaire. Vous voyez, il y a des gens de droite. Moi, je vais vous dire, il y a des gens chez LR qui sont pour le principe d'une réforme, qui pensent que la réforme elle est nécessaire parce qu'il faut équilibrer le système, mais qui sont contre la réforme parce qu'ils disent vous êtes extraordinaire LR parce que vous êtes évidemment pour la réforme et contre la réforme en même temps. Mais vous allez voter la réforme. Alors ça, c'est extraordinaire. Je vous apprends rien. C'est pas nous qui présentons la réforme. Non, mais donc évidemment, si on était aux manettes, quand j'entends votre Bruno Retailleau, il la soutient à fond. Il soutient le report de l'âge légal. Il pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, la transformation démographique, le fait, il y avait 4 actifs qui cotisaient pour un retraité en 1960, 6 actifs qui cotisaient pour un retraité en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est 1,7 pour un retraité. Donc, soit on se pose les bonnes questions, c'est-à-dire la question de la natalité, de la réindustrialisation, de l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Aujourd'hui, donc, ça remettre les gens au travail déjà. Si vous remettez les gens au travail, Emmanuel Macron, au chômage, vous réglez une bonne partie du financement. Si Emmanuel Macron recule, ça veut dire qu'il aura abdiqué. C'est ce que dit Bruno Retailleau. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, parce que nous, on croit que la réforme est nécessaire. Il faut aller au bout, mais toutes ces questions il faut la Pierre Romain Thionnet, est-ce que lorsque les syndicats, si Emmanuel Macron les reçoit, est-ce qu'Emmanuel Macron ne peut pas leur dire je vais retirer ma réforme? Non, bien sûr. Après, pour rebondir juste sur Guillaume Carillon, toutes ces questions de productivité, natalité, le taux d'emploi, l'emploi des jeunes, etc. Vous allez me dire que c'est le Rassemblement national qui, depuis longtemps, non, c'est pas ce que j'allais dire. Ces questions. J'allais dire que toutes ces questions peuvent se débattre et auraient pu se débattre, mais en dehors d'une réforme qui vise à repousser l'âge de départ légal à la retraite. C'est ça la clé du débat. Je crois que c'est complémentaire. Ce n'est pas nécessaire, ce report de l'âge légal à la retraite. Et bien, d'ailleurs, Bruno Retailleau l'a dit, en accord d'ailleurs avec le gouvernement. Le but de cette réforme, pourquoi il y est favorable d'abord et avant tout, c'est pour faire des économies. C'est pour des questions il y a un déficit de 13 milliards. Donc c'est pas pour des autres questions de démographie, d'emploi, de natalité. Je veux dire, ça c'est les prétextes qui viennent après pour la justifier. Ensuite, je crois que Emmanuel Macron a une clé entre les mains pour débloquer le pays, débloquer le dialogue social. C'est le référendum. Et là, j'étais assez surpris de voir M. Mélenchon qui s'y est montré favorable. Nous, c'est ce qu'on défend depuis le début, c'est-à-dire que la clé... Non, il dit référendum ou dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, les deux. Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, je suis au Rassemblement national, on était extrêmement déçus, finalement pas tellement après, de constater que quand on a eu l'occasion de faire passer une motion référendaire, la gauche n'a pas suivi. Donc, où est l'opposition? Bien, Léon Desfontaines. Sur la motion référendaire, après, c'est le bon, référendum, vous êtes favorable à référendum? Bien évidemment, on a posé également une motion référendaire. Après, vous aussi. Tout le monde est favorable, mais. Fait une collusion avec La République En Marche pour que ça soit la leur qui soit présentée, pas celle de gauche. On l'aurait voté la vôtre. Oui, sauf que c'est Emmanuel Macron qui, en dernier lieu, décide sur le référendum. Mais en effet, qu'ils mettent la réforme en référendum. Oui. Alors, j'ai une autre question. Puisqu'on parle aujourd'hui, c'est effectivement la journée des femmes, les inégalités salariales en fait. Le droit à l'IVG inscrit dans la Constitution, vous êtes favorable ou pas? Oui ou non?
Léon Desfontaines. À 200%. C'est une revendication historique de la gauche, du mouvement communiste dans son ensemble. Je pense que à l'heure où on voit justement un recul du droit de l'IVG partout en Europe, partout dans le monde, et y compris en France, non pas parce que le droit est remis en cause, mais plus par les politiques austéritaires qui font qu'on a de moins en moins de médecins et de centres d'IVG aujourd'hui qui sont ouverts en France. Oui, nous devons en faire un droit inaliénable et nous devons l'inscrire dans la Constitution. Donc bien évidemment, totalement favorable à ça. Vous êtes d'accord, Guillaume Carayon ? Je pense pas que le droit à l'avortement soit menacé en France. En revanche, le rendre constitutionnel, moi, ça me pose pas de difficulté. Cela dit, il faut pas avoir la même vision qu'aux États-Unis. On n'est pas du tout dans le même schéma. Il y a personne, il y a aucun parti politique qui remet en cause le droit à l'avortement en France. Donc, il faut pas penser que c'est une réforme qui est indispensable dans ce quinquennat. Moi, je pense que la réforme indispensable, c'est la question du travail, c'est la question de la sécurité, c'est comment on assure une justice plus efficace, comment les services publics redeviennent efficaces. Ça a plus de sens. Mais bon, s'il faut le voter, je pense qu'on doit pas voter contre. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'était au Rassemblement national. C'était la position de Marine Le Pen qui avait dit un petit peu, en effet, que cette question de l'IVG n'est absolument pas remise en question en France. Elle ne fait, disons, la question de l'IVG ne fait plus donc, débat. On n'inscrit pas le droit à l'IVG dans la Constitution ? Justement, en revanche, elle y était favorable pour sanctuariser un certain nombre de droits et aussi éviter, parce qu'il y a certaines outrances également à gauche qui visent à avoir un délai de recours à l'IVG, à l'étendre indéfiniment. Et ça pose des problèmes également pour les médecins et pour la conscience dans leur métier. Et donc Marine Le Pen avait décidé que cette inscription dans la Constitution pouvait permettre de sanctuariser et d'éviter d'aller aussi dans des outrances. Bien, on parle beaucoup de droits des femmes aujourd'hui. Gisèle Halimi au Panthéon ? Oui, non ? Léon Desfontaines, oui. Bien sûr. Oui. Je pense qu'on a besoin de mettre des figures féminines, des figures de la femme qui ont marqué l'histoire de France et qui ont porté haut et fort les valeurs en fait de la nation française, de pouvoir justement les inscrire et les femmes de combat, pionnières du féminisme, engagées contre la colonisation, la guerre d'Algérie, la peine de mort pour la légalisation de l'IVG. Je le rappelle. Hein. Tout à fait. Et je pense que ces valeurs-là, c'est les valeurs ces valeurs-là doivent entrer au Panthéon. Tout à fait. Bien sûr. Vous êtes d'accord ? Moi, je ne suis pas d'accord en l'occurrence pour Gisèle Halimi. En l'occurrence, je pense que le combat qu'elle a pu mener aussi contre l'engagement de l'armée française pendant les guerres qui ont pu être menées, à mon avis, ne doit pas être salué. Elle avait dénoncé l'usage de la torture par des militaires français. On dit toujours les militaires français. Oui, mais il y avait aussi un combat par des militaires. Il y avait un combat plus large qui était aussi contre la présence française en général. À l'époque. Oui, mais c'était la position de la France, donc c'était des positions qui allaient à l'encontre des intérêts nationaux. Je ne crois pas que ça doit être aujourd'hui salué comme les positions à l'encontre des intérêts nationaux. On en connaît aujourd'hui aussi, non ? Oui. Dans la guerre en Ukraine. Mais il y a d'autres personnes. Guillaume Carayon. Défavorable. Il y a pour moi deux Gisèle Halimi, pionnière du féminisme, et puis il y a celle qui révise un peu l'histoire de France avec cette volonté de culpabilisation permanente sur ce qui représente la France, y compris l'armée française, la question des tortures. Ça, je suis pas pour. Souffler sur les braises, ça sert jamais. Il y a d'autres personnages féminins de la même époque. Geneviève de Galard, qui avait notamment secouru énormément de militaires à Dien Bien Phu. Je pense que ça mériterait toute sa place au Panthéon. Bien, les bras d'honneur adressés par Éric Dupond-Moretti hier à l'Assemblée nationale, ça vous a, vous jeunes, le bras d'honneur, non, vous êtes moins choqués. Non, mais dites-nous. C'est une honte ce qui s'est passé. Je veux dire, on a, enfin voilà, cette Assemblée nationale quand même, elle est en train de fragiliser notre socle démocratique. Fait mal à la politique. Mais oui, bien sûr. Elle fait mal à la politique, elle fait mal à notre démocratie. Les députés, quel que soit le bord, font mal à la démocratie là. Non, à l'heure actuelle, les débats, évidemment pas tous, mais certains. Mais en tout cas, la manière dont les débats se passent, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'image que ça représente, ça fait mal à la politique, ça fait mal à notre démocratie. Et en effet, beaucoup de jeunes se sentent très très éloignés de ce qui est en train de se passer. S'ils se disent que c'est ça la politique, ben c'est pas étonnant aussi qu'ils s'en éloignent. Et donc c'est important pour nous justement de montrer une autre image de la politique. Et maintenant, ces bras d'honneur de la part d'un ministre, ça n'a pas sa place dans un hémicycle. Et je pense que ça aurait dû être condamné. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Il s'est excusé en provoquant encore davantage au moment de ses excuses. Mais je crois que c'est pas étonnant venant de ce personnage. Il avait déjà eu l'occasion de se faire remarquer. Je crois que c'était pendant la campagne des régionales. Dans le nord ou des départementales, je me rappelle plus. Il avait fait le même type de geste, un peu menaçant. C'est pas tellement surprenant, mais oui, en effet, je crois qu'il y a certains députés, notamment sur les bords de l'ANUPS, mais je viserais plutôt LFI que le Parti communiste. Je crois que ces députés se comportent plutôt bien. Mais du côté de LFI, par exemple, Louis Boyard pense peut-être que attirer les jeunes à la politique, c'est rabaisser la politique, organiser des jeux et travestir finalement ce qui est le combat des idées et le combat politique. Et je crois que ça ne participe absolument pas pour intéresser les jeunes à la politique. Sur Dupond-Moretti,
c'est grossier, c'est vulgaire, c'est insultant, c'est tout ce qu'on veut. Pourquoi il fait ça, quoi? Je trouve ça grotesque, honnêtement. Il fait un bras d'honneur à un député, en l'occurrence Olivier Marleix, qui est le patron des députés LR. C'est un bras d'honneur à toute la représentation nationale. Puis en fait, c'est un bras d'honneur au peuple français. Donc pour moi, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable, c'est nul. C'est pas l'image que doit donner le Parlement et un ministre, d'autant plus un ministre de la Justice qui est en faillite totale sur le fond. En fait, c'est un geste d'énervement parce qu'il n'arrive pas à régler les dossiers. La justice est dans un état qui est catastrophique, comme tous les services publics. Et lui, il sent bien qu'en fait, ça fonctionne pas. Il sent bien qu'il est impopulaire. Et donc, il se lâche. Il se lâche à travers un bras. Et ça, c'est. Et on a vu meilleure façon de remercier ses alliés dans la réforme des retraites. Bien, il est midi moins le quart. À tout de suite. Restez avec nous. 3 jeunes responsables de partis politiques, responsables des jeunes républicains, Guillaume Carayon, du Rassemblement national, Pierre-Romain Thionnet, et des communistes, Léon Desfontaines. À tout de suite. Il est midi moins le quart. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nos jeunes sont là et je suis très très heureux de vous recevoir parce que vous parlez de politique un peu différemment, c'est vrai. Guillaume Carayon, si je vous demande aujourd'hui, quel est selon vous rencontrez des jeunes de tous bords, de toutes origines, quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations majeures des 18-30 ans? Travail. Que leur travail paye et qu'ils puissent trouver un boulot. Il y a un chômage chez les jeunes qui est trop important. Un jeune sur 5. 2, je pense que c'est la question écologique, la question du dérèglement climatique. Et 3, je pense que c'est la sécurité. Travail, dérèglement climatique et sécurité. Je fais mon tour de table. Léon Desfontaines. Je pense que le travail, en effet, fait partie des premières préoccupations, mais en fait, en réalité, je pense, au-delà du travail, c'est la question du pouvoir d'achat. Enfin, en fait, on le voit qu'on soit étudiant, parce qu'il y a aussi les étudiants qui sont concernés. Oui, bien sûr. C'est la question du pouvoir d'achat. Deuxièmement, quand même, la question de la formation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on interroge un lycéen, sa première des préoccupations, c'est ce qui va être accepté par Parcoursup dans la filière qu'il souhaite. Et je veux dire, ça a un effet, y compris d'angoisse de. C'est demain, d'ailleurs, la fin de Parcoursup. Et il y a une angoisse bien présente chez les jeunes. Hein, et d'ailleurs, on voit que, enfin, moi, je suis effaré de voir la situation dans laquelle se trouve la jeunesse vis-à-vis de la sélection à l'entrée de l'université. Maintenant, il y a la sélection à l'entrée du master qui est généralisée, etc. Donc, je veux dire, je pense que la formation en fait bien évidemment partie. Donc, pouvoir d'achat, formation, et je pense les questions d'emploi, bien évidemment. Voilà, il y a une crainte de comment on va s'insérer dans la vie active. Mais ça, c'est une crainte éternelle. C'est éternel, quand on voit le taux de chômage que les jeunes rencontrent à un certain âge. La différence, c'est que le premier emploi stable avant, je sais plus, dans les années 80, il était environ aux alentours entre 21 et 23 ans. Aujourd'hui, entre 27 et 29 ans. Donc, ça se décale, cette précarité. Oui, mais il y a plus de mobilité dans le travail, il y a plus de changement de filière, changement de direction professionnelle. Comme la formation professionnelle est pas efficace, mais comme au lycée, elle progresse quand même. L'apprentissage progresse. La formation, la formation professionnelle progresse. Très bien. Si on peut mettre un crédit, je vais pas défendre le gouvernement, on est bien d'accord. Mais si on peut mettre un crédit à ce gouvernement sur l'apprentissage, moi je trouve que c'est très bien ce qui se passe avec l'apprentissage. Maintenant, il faut que notre industrie puisse suivre. Le problème, c'est que notre industrie continue à partir à volo. Donc, on est en train de former des apprentis, et puis après, finalement, il y aura pas assez d'emplois pour eux. Donc, il faut bien évidemment mener une politique forte pour la formation. Le souci écologique et le souci sécuritaire, pour vous, ça vient après. Non. Ah bon, d'accord. Je le dis aussi, mais si je devais en choisir 3, c'était cela. Je pense que l'écologie est importante chez une partie non négligeable de la part des jeunes. Les sondages le démontrent. Je pense que particulièrement présent chez les jeunes qui sont particulièrement en études, formés, etc., avec un certain capital culturel. Je veux dire, les crises que nous sommes en train de vivre, les crises économiques, etc., font aussi voir un peu les choses différemment. Bien. Et la sécurité, bien évidemment. Et vous, Pierre-Romain Thionnet, quelles sont les préoccupations selon vous des jeunes? En premier, je dirais en effet les conditions matérielles, mais plus généralement qui est très lié l'accès aux services publics et le sentiment d'abandon. Toute une partie de la jeunesse, notamment rurale ou des petites villes, et qui souvent est obligée de quitter, d'aller dans les grandes villes régionales, quitter totalement leur village. Où on ne peut pas se loger dans certaines régions parce que le logement est trop cher. Parce que, et aussi qui est totalement abandonné au point de vue aussi médiatique ou même de la production culturelle. Et on a l'impression que cette jeunesse n'existe pas alors qu'elle est encore, elle est très importante en pourcentage dans la population. En deuxième, je dirais que c'est les questions d'immigration et d'identité. Donc aussi. Vous croyez que c'est la préoccupation majeure des jeunes des jeunes RN, je pense. Non, je pense que d'ailleurs les sondages ne montrent pas que les jeunes sont moins sensibles à ces questions-là que par rapport au reste de la population. C'est pas une question de vieux et de vieux cons. L'immigration, l'identité, la sécurité. Ça passe avant le pouvoir d'achat ou l'écologie? Non, je l'ai mis en premier. Je pense les questions matérielles, pouvoir d'achat, emploi, en premier, mais qui sont liées aussi aux services publics. Je pense que c'est plus l'abandon en général. Je comprends. En deuxième, je pense que vraiment c'est les questions de sécurité et d'immigration. Il y a vraiment un sentiment de dépossession extrêmement
extrêmement fort. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger, notamment à gauche, qui peut expliquer les résultats électoraux de la gauche. C'est que cette partie de la jeunesse se sent vraiment dépossédée de son pays et a envie que la France reste la France. C'est le slogan un petit peu habituel. Et troisième, en effet, les questions d'écologie. Moi, j'y suis très sensible aussi. Et je crois que c'est là, pour le coup, venez du Nord-Jura. C'est plutôt du Jura. Alors, pour le coup, les choses se passent plutôt bien, quoique sur les conditions d'enneigement, ça pose des questions justement du réchauffement climatique en ce moment. Mais je pense que là, c'est plutôt un message à la droite qui a eu tort de négliger ces questions et de les renvoyer toujours à Greta Thunberg et à Sandrine Rousseau, parce qu'il y a un vrai sujet sur ces questions-là. Oui. Juste une chose sur le sentiment de délaissement, les jeunes qui se sentent méprisés. Moi, la fois où je l'ai le plus rencontré, j'étais candidat aux législatives dans le Tarn chez moi, et j'ai fait venir pendant ma campagne Jean Lassalle. Quand je l'ai fait venir, il y avait 400 jeunes, il y avait une ambiance qui était absolument dingue, et les jeunes, ils disaient « Enfin, on voit un politique qui parle comme nous, qui parle vrai, qui est sincère et qui nous défend vraiment ». Et moi, j'avais trouvé ça frappant parce que ça montrait quand même que parmi tous les autres responsables politiques, il y en avait beaucoup qui parlaient à personne, en fait, qui parlaient pas aux jeunes et qui donnent l'impression de se parler entre eux. Souvent, quand on regarde les débats à l'Assemblée, on a l'impression que c'est un peu un dialogue de sourds et qui s'adresse pas aux gens qui regardent la chaîne parlementaire. Je crois que c'est la chaîne pour regarder les débats. Vous êtes d'accord avec ça, ça, qui s'adresse que entre eux, quoi. Je dirais qu'il s'adresse en premier lieu à leurs followers sur Twitter. Enfin, là, ces derniers temps, quand même, on cherche à faire la petite punchline qu'on pourra découper ensuite, rebalancer sur les réseaux sociaux. C'est un peu dommage, mais vous êtes Louis Boyard, on est le plus grand spécialiste. Oui, vous êtes d'accord? Oui, mais après, je pense que Lassalle, c'est pas spécialement qu'il décide de parler aux jeunes. Je pense que c'est juste parce qu'il inspire la sincérité. Et je crois que c'est aussi un tort du débat public, parfois, et qui a pu désintéresser les jeunes, de croire que pour parler aux jeunes, il faut parler spécifiquement de petites mesures adressées aux jeunes, de petits chiffres qui concernent purement les jeunes. Et ça, d'ailleurs, c'est souvent adressé purement aux étudiants. Et je crois qu'en fait, parler aux jeunes en tant que citoyens français, les projeter dans l'avenir, leur parler de ce qui parle au peuple français. Vous le dites tout ça à vos responsables de vos partis différents? Il y a une proposition l'année dernière qui m'avait profondément marqué, c'était celle de Fabien Roussel sur la gratuité du permis de conduire, par exemple, qui était une mesure qu'il avait portée haut et fort, parce que c'était une émanation d'ailleurs de certaines organisations de jeunesse. Moi, j'avais été le lendemain qu'il l'avait annoncé chez Hugo Décrypte, du coup sur Instagram. J'étais dans l'Orne, à Argentan, et j'allais diffuser des tracts devant un lycée professionnel, et tout le monde me dit « Ah, mais c'est le candidat qui est pour la gratuité du permis de conduire ». Et en fait, je pense qu'il y a des mesures aussi qui sont importantes pour des jeunes, notamment des jeunes, comme vous le disiez précédemment, qui peuvent paraître être délaissés et désenclavés. Et en fait, la question de la mobilité est une question quand même qui est grandissante chez les jeunes, qui est omniprésente. Et pourtant, on n'a jamais été autant contraint, en tout cas limité, dans nos déplacements par rapport à cette aspiration grandissante. Très vite, conclusion, parce qu'il il y a la mesure qui parle aux jeunes, mais il y a surtout la vision, le projet global pour la société. Les jeunes, ils ont grandi qu'avec des crises. On a parlé de la crise climatique, on a parlé de la crise sécuritaire, la crise économique, sociale, crise du logement, l'inflation. On grandit qu'avec des crises. Et on a l'impression qu'en fait il n'y a pas d'espérance collective qui est réalisée, que les politiques donnent pour les Français, et c'est ça qui manque. Manque de vision, manque de cap. Oui, votre conclusion? Oui, même chose? Oui, je pense que oui. C'est un appel un peu que vous lancez à vos responsables, hein, quand même. Non, vous leur dites? Parce que je pense que Marine Le Pen, à l'occasion de la campagne présidentielle, même les précédentes, fait partie, je trouve, moi, de ces hommes politiques qui ont une vision, qui se projettent sur le long terme. Oui, on va pas. Politique de point de vue générique, qui se projettent sur le long terme, qui ont un projet. Et je crois que ça, c'est la tradition politique dans laquelle je me reconnais, qui est de parler de la France et de la projeter dans l'avenir. Parler de son rang, aussi de sa grandeur. Alors ça, il faut savoir faire un équilibre, parler des conditions quotidiennes des Français, et aussi parler de la France et de sa projection dans le futur. Bien, merci à tous les trois, Guillaume Carayon, Pierre-Romain Thionnet et Léon Desfontaines. Merci d'être venus nous voir. On aurait pu parler pendant 2 heures parce que c'est très très intéressant. D'ailleurs, on refera ça. Je vous promets, on refera ça. Il est 11h58. Merci Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Entre 10h30 et midi et demi, parlons vrai chez Bourdin. Des témoignages, évidemment, nombreux et variés. Vos témoignages, 0826 300 300, des invités. Et dans un instant, je vais recevoir Olivier Henno, sénateur du Nord, vice-président de la Commission des Affaires sociales du Sénat, co-rapporteur du projet de loi FSS, Sécurité sociale, projet de loi dans le cadre duquel, évidemment, est discutée la réforme des retraites. Olivier Henno va nous dire où on en est au Sénat. Mais tout de suite, un témoignage. Je vais vous parler de témoignages. Eh bien, Cédric Poulain est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci, vous êtes syndicaliste force ouvrière à la RATP, hein, c'est bien cela? Tout à fait. Et évidemment, hier, vous étiez à la manifestation
à Paris contre la réforme des retraites. Cédric. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. À la fin de la manifestation, vous vous retrouvez tout près de la mairie du 13e arrondissement, à Paris. Juste en face. Juste en face, lorsque vous êtes agressé. Racontez-nous, que s'est-il passé ? Et ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la manifestation, on s'est retrouvé avec les collègues juste devant la mairie pour parler, passer un bon moment entre nous. Et d'un seul coup, on s'est fait agresser par les Black Box qui sont arrivés avec marteau et pierre pour venir casser la mairie. Nous, on est entre les deux. On leur a demandé de au moins nous laisser partir. Et de là, c'est parti en pugilat et je me suis retrouvé violemment agressé par une trentaine de Black Box qui étaient là, quoi. Voilà, il y avait une trentaine de Black Box qui étaient venus pour casser la mairie. Ils vous ont vu sur le chemin, si je puis dire. Et là, le ton est monté ou quoi, non ? Ou ils vous ont agressé comme ça Non, le ton t'a monté parce qu'on a un collègue qui a demandé gentiment de nous laisser partir. Et à ce moment-là, les Black Box n'ont pas voulu. Et après, le ton a un peu monté. Et puis, c'est parti, c'est vraiment parti en pugilat. J'ai eu 5 points de suture au niveau du front, plus 8 jours d'ITT. Et j'ai eu un gros hématome côté droit sur le visage. Oui, j'ai vu les photos de votre visage sur les réseaux sociaux. Dites-moi, vous avez ramassé, comme on dit, quand on prend des coups. Franchement, Cédric, vous attendiez pas à ça. Vous étiez dans une manifestation qui s'est bien déroulée. Et d'ailleurs, elle se déroule bien, ces manifestations, parce que les services d'ordre sont très efficaces. Il n'y avait pas de service d'ordre des syndicats là auprès de vous ? Non, on était en fin. Non, tout se passait bien, donc il n'y avait pas besoin à ce moment-là parce qu'on était vraiment bien et c'était bonne famille. Donc voilà, il n'y avait pas besoin. On était vraiment bien et on n'a pas compris pourquoi d'un seul coup c'est parti comme ça, quoi. C'est parti comme ça, impossible de discuter. Ah non, c'est parti en l'espace de 30 secondes, c'est parti. Ça a duré 2 minutes. Moi, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé parce que j'étais sous les coups, donc je me souviens pas trop de tout ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est les collègues qui m'ont raconté et voilà, quoi. C'était un peu compliqué. Vous allez déposer plainte ? Oui, je vais demain justement à la mairie du 13e pour déposer plainte par rapport à ça, quoi. Merci pour votre témoignage, Cédric Poulain. De rien, je vous remercie beaucoup. Merci, c'est la réalité aussi. Vous entendez, Olivier Hénaud ? Voilà des manifestations qui se déroulent calmement, et tout à coup, à la fin d'une manifestation, c'est pas la police qu'on s'en prend, c'est même aux manifestants qu'on s'en prend. Oui, malheureusement, je suis pas surpris. Oui. Il y a des personnes là qui saisissent cette opportunité de manifestation pour venir casser des vitres, casser des voitures et casser des gens. Oui. Je vais vous dire, moi j'ai un de mes fils qui manifeste, il a d'autres convictions que les miennes, c'est son droit le plus strict, mais il a été manifesté un samedi à Lille et j'avais peur, quoi, de me dire. Alors, c'est toujours en fin de manifestation. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le calme et l'organisation de ces manifestations et l'organisation des forces syndicales, au-delà d'événements comme cela. Mais faut que ça dure, et c'est pas facile de faire durer ce calme et cette organisation. Alors justement, il faut que ça dure. Le calme. Le calme, bien sûr. Oui, parce que vous n'allez pas défendre les manifestations. Vous défendez la réforme des retraites. Alors ça serait quand même un peu je respecte curieux. Les manifestants. Mais vous respectez les manifestants. Bien, nous allons faire le point sur cette réforme. Où en est-elle au Sénat ? Parce que c'est le Sénat qui a la main aujourd'hui. C'est un peu une revanche peut-être du Sénat sur l'Assemblée nationale d'ailleurs. Je vais vous en parler, Olivier Hénaud. Il est 12h12, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16 avec nous comme invité Olivier Hénaud, qui est sénateur du Nord et co-rapporteur du projet de loi de réforme des retraites dans le cadre du PLFSS. Olivier Hénaud, vous êtes sénateur, les débats se sont bien engagés au Sénat, enfin bien engagés. Du moins au Sénat, il y a débat. Il y a débat. Est-ce que c'est un peu, pas une revanche du Sénat sur l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous montrez un autre visage, vous au Sénat ? Alors déjà, il y a le contexte. Moi, au soir du résultat des élections législatives, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée, je me suis dit ça va être l'heure du Sénat, puisque c'est la première fois que ça arrivait dans la Ve République. Bon.
Ensuite, vu les débats que je vais taxer dégradés à l'Assemblée nationale, je crois qu'on a les uns et les autres conscience que on a une responsabilité par rapport à la démocratie représentative. Hein, et voilà, le Parlement, c'est le lieu du débat, c'est aussi le lieu du vote, et donc c'est le lieu des échanges argumentés, vifs, mais dans le respect, et je crois qu'on montre l'exemple. Bien, même si cette nuit, il y a eu du mouvement au Sénat, on va en parler dans un instant, Olivier Henno, mais est-ce que vous pensez que le texte sera adopté par le Sénat d'ici dimanche ? Je l'espère. Non, mais... Ça dépend de tout le monde. Mais en tous les cas, la volonté... Vous en êtes à l'article 7, là. Vous allez reprendre la discussion sur l'article 7 cet après-midi. La volonté du président de Larcher, la volonté de nos groupes, présidés par Hervé Marseille et puis de moi-même, c'est d'aboutir à un vote avant dimanche minuit. Sachant qu'on a déjà eu 60 heures de débat, et on en a encore 60 heures devant nous, à peu près. Un peu de choses. Bon, on est à l'article 7, c'est l'article sur la mesure d'âge des 62 à 64 ans. Il me semble, mais il faut jamais prêter de mauvaise foi aux autres, il me semble qu'il y a une volonté d'obstruction des groupes qui sont situés à la gauche de l'hémicycle, et il y a une volonté du président Larcher, que je partage, qu'on puisse voter à l'issue de 120 heures de débat, ça me paraît quand même suffisant, et puis chacun s'exprime dans ses convictions. Donc il y a des procédures d'accélération. Selon vous, oui, il y a des procédures d'accélération qui ne sont pas toujours acceptées par la gauche, par l'opposition, au Sénat. L'utilisation d'un article 38 qui n'avait jamais été utilisé jusqu'à maintenant, qui est un article de règlement intérieur. Le débat a été stoppé, la majorité des amendements de gauche supprimés dans la nuit. Évidemment, ça n'a pas plu, la gauche a quitté le Sénat, enfin bon. Les arguments. L'argument. Vous avez coupé la conversation, quoi. Ah non. On a essayé de la réduire. De la concentrer. De la réduire, oui. Pourquoi ? Parce en éliminant les amendements, ça la réduit. Non, mais quand les amendements sont les mêmes à une virgule ou à un mot près, on n'éteint pas la discussion, loin de là. Mais enfin, vous voyez, quand un groupe dépose 300 amendements quasi identiques ou 500 amendements quasi identiques, on peut reconnaître qu'ils ont sans doute travaillé, mais on peut leur faire un procès de cohérence, en fait. Et donc, si on veut aboutir, on peut pas aborder la discussion des amendements comme cela, 2 minutes par amendement, 2 minutes par explication de vote, on n'y arrive pas. Et donc, s'il y a une volonté d'obstruction, il est logique que le président use de toutes les possibilités qui sont dans le règlement intérieur pour faire en sorte qu'on puisse voter. Si on y arrive, bien sûr, on va tout faire pour y arriver avant dimanche minuit. Si vous votez avant dimanche minuit, il y aura ensuite une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, 7 députés, 7 sénateurs, et qui se mettront d'accord sur un texte qui sera soumis au vote à l'Assemblée nationale. À nouveau au Sénat et à nouveau à l'Assemblée nationale. Mais vous abordez la question. On voit bien que les groupes d'opposition font en sorte que la base légale de ce texte soit la plus faible possible. Ou plus ou moins précisément la base légitime de ce texte soit la plus faible possible. Parce que c'est vrai que si ce texte n'est pas voté au Sénat, n'est pas voté à l'Assemblée et qui passe à l'Assemblée au 49.3, bon, moi je reconnais, ça pose un problème démocratique, même si ce sont les institutions. Et donc, moi ce que je souhaite, dans une logique, c'est pas... Je suis pas la majorité présidentielle, mais il y a l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. En responsabilité, on a un texte, on fait notre travail de parlementaire. C'est quoi notre travail de parlementaire ? C'est d'améliorer ce texte, et si l'amélioration est suffisante, on le vote. Bon, mais aujourd'hui, quelle est la situation ? Je me mets à la place de toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui regardent la télévision, qui regardent les réseaux sociaux, qui lisent les journaux, enfin, etc., etc. Quelle est la situation ? Une majorité de Français refuse cette réforme. Dans la rue, il y a une très forte mobilisation, même si les grèves sont moins importantes que ce qui certains voulaient imaginer. Très forte manifestation dans la rue, et d'un autre côté, le travail parlementaire va conduire à l'adoption du texte, probablement. Est-ce qu'il n'y a pas là un décalage ?
Ça, c'est un débat intéressant. Vous voyez, moi, j'assume. C'est bien que c'est pas dans l'air du temps, ça. Oui. Mais l'éthique de responsabilité, vous voyez, moi, je pense qu'en termes de pénibilité, en termes pour les femmes, c'est la journée des femmes, pour l'emploi des seniors, le compte n'y est pas tout à fait sur ce texte. Et puis, il aurait fallu commencer par une loi travail, le sens du travail au lendemain du Covid. Tout ça, c'est fort bien exprimé par Xavier Bertrand et je partage plutôt cette idée. Seulement, la question, quelquefois, la responsabilité de la démocratie représentative, de l'élu, c'est de prendre une décision, même impopulaire au moment où elle est prise, parce que c'est l'intérêt général et le bien commun. Moi, il m'est arrivé comme maire de prendre une décision qui était impopulaire, faire passer un bus ou faire passer un tramway en centre-ville, quand il y a des travaux, franchement, vous voyez, tous les gens sont contre. Et puis quand vous avez pris la décision, parce qu'en conviction, vous pensez que c'est l'intérêt général, le bien commun, vous vous rendez compte que 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il n'y a plus personne qui revient dessus. On en est un peu là. C'est le système de répartition. Il y a moins de cotisants, parce qu'on fait moins d'enfants, et il y a plus de retraités. Il y a bien un moment donné, il faut se soucier de l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez voter une réforme largement insuffisante et impopulaire. Vous êtes prêt à assumer cela? Je suis prêt à assumer de voter une réforme sur laquelle je ne me retrouve pas tout à fait, qui est impopulaire. Mais parce que c'est un pas qui permet d'équilibrer le système de répartition. J'aurais pas fait comme ça, moi. J'aurais commencé par une loi travail. Mais c'est pas le tout ou rien. Je sais bien que l'air du temps, c'est de dire c'est le tout ou rien. Mais moi, je crois en la nuance, en la responsabilité, et je maintiens ce cap. Alors, les syndicats unis demandent à être reçus par le président de la République et vont demander au président de la République le retrait de la réforme. Mais il ne peut pas les recevoir et leur dire je retire ma réforme. D'abord, c'est le gouvernement. Hein, c'est une abdication. Ce serait une abdication? Non, moi, moi, voyez-vous, je pense que il faut réhabiliter le dialogue social, le paritarisme. C'est un des péchés originels d'Emmanuel Macron, d'avoir voulu enjamber le paritarisme, les corps intermédiaires. Je le dis. Bon, mais les choses, elles sont ce qu'elles sont. Donc, il faut reconstruire. C'est la raison pour laquelle nous, on demande au plus vite une conférence sociale. Sans doute, il aurait fallu la faire avant. Bon, moi, je pense qu'il faut toujours recevoir les syndicats. Mais c'est plutôt le rôle du Premier ministre, pardonnez-moi, parce qu'on est dans une démocratie parlementaire. Oui, mais les syndicats demandent à être reçus par le président de la République. C'est leur droit. Mais c'est le rôle de la Première ministre, selon moi. Alors, dites-moi, je viens d'apprendre que la permanence de l'électricité à la permanence du président du Sénat a été coupée. Ah oui, tout ça est excessif. Par la CGT. Moi, c'est excessif, c'est vous condamnez. En même temps, on va pas les mettre en prison pour ça. Mais je pense que, et c'est pour ça que les corps intermédiaires doivent jouer un grand rôle, les collectivités territoriales, les parlementaires, les syndicats. La société française est un peu dépressive. Elle a besoin d'apaisement, elle a besoin de sérénité. Et donc, les décisions, elles doivent être beaucoup plus concertées. Mais c'est pas parce que je dis ça que je n'aborde pas la discussion de ce projet de loi et que je le rejette en bloc. Vous voyez, j'assume cette position. Ce qui veut dire que le vote des parlementaires, députés et sénateurs prime sur l'impopularité d'une réforme et sur les manifestations de rue. Ah mais oui, c'est la démocratie représentative. Pour vous, c'est clair. Pour moi, ma conviction depuis toujours... Non, mais parce que certains ne disent pas ça. À la CGT ou ailleurs, on ne dit pas ça. Ah ben c'est ceux qui sont partisans de la démocratie participative, mais moi je suis partisan de la démocratie représentative. Et puis quand on vote pour un président de la République, vous voyez, la démocratie représentative, c'est un débat intéressant. Oui, c'est très intéressant. Elle tient quand les minoritaires acceptent d'être solidaires. Autrement, il n'y a plus de démocratie. Et la question, elle est grave, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui assument cette peu. Et c'est le problème des LFI. C'est qu'ils sont minoritaires, mais ils ne sont pas forcément solidaires. Et quand Mélenchon remet en cause le lendemain ou le surlendemain l'élection d'Emmanuel Macron, encore une fois, moi, c'était pas mon candidat de premier tour. Mais il est élu et j'accepte qu'il soit le président des Français. Et donc, la démocratie représentative, elle est ce qu'elle est. Il y a des institutions. Si les Français veulent changer, ils changeront au moment du calendrier. S'il y a des élections, ils prennent leurs décisions. Mais on est en capacité, c'est le droit, de prendre une décision qui n'est pas forcément populaire et majoritaire au moment donné. C'est le mandat qui a été confié aux parlementaires par les Françaises et les Français.
Merci Olivier Hénaud d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Nous terminons avec vous, donc il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. André Berkoff maintenant.